Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Alexandre Robert de l'Alliance Santé Planétaire au micro de Nouvelle Conscience. Au moment de sa création en 2021, Alexandre et les cofondateurs de l'Alliance Santé Planétaire partent du constat que la définition de la santé dans les pays occidentaux ne prendrait pas en compte l'impact du niveau de vie des êtres humains sur la qualité de vie du reste du vivant. En s'inspirant notamment des définitions ancestrales d'une santé globale et des recherches impulsées aux États-Unis au début des années 2000, l'Alliance Santé Planétaire insère la santé dans une vision multifactorielle et non plus focalisée sur la relation médecin-patient. Dans cet épisode, Alexandre Robert rappelle également l'importance des bonnes décisions des pouvoirs publics. Il rappelle notamment que si les accords de Paris de 2015 avaient été respectés, des millions de vies auraient pu être sauvées dans le monde. Je ne vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre cette discussion exploratoire pour une nouvelle façon de considérer la santé en contexte d'anthropocène. Bonne écoute! Bonjour Alexandre Robert. Bonjour. Comment vas-tu en ce jeudi matin? Ça va très bien. Je suis en vacances en Sardaigne. Il fait très beau. Il faisait à peu près ce matin et il y a une météo magnifique, même si c'est un peu la canicule d'octobre. Ah oui, toujours en Italie? Ouais, il a fait jusqu'à 27 degrés cette semaine. Donc, c'est des températures d'été. Mais c'est agréable pour nous sur le court terme, on va dire. Oui, mais dans le sud-est, c'est la même chose. Malheureusement, ça s'intègre bien, je pense, ça se relie au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, le dérèglement du système planétaire en lien aussi avec les effets sur notre santé et notre bien-être que ça peut induire. Pour commencer, Alexandre, peux-tu te présenter, s'il te plaît, avec le cœur et en conscience? J'invite mes invités à le faire ainsi. Avec le cœur et en conscience. J'aime bien dire que je suis un enfant des champs devenu homme du monde ou homme de la planète. C'est comme ça que je vais me représenter. Sinon, professionnellement, je me définis comme infirmier de santé planétaire. Les gens ils me demandent souvent qu'est-ce que c'est. Bon, déjà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a une dame, une prof de sciences infirmières qui s'appelle Teddy Potter aux États-Unis qui a un peu défini ce que c'était. Elle est prof de sciences infirmières et de santé planétaire. Et elle définit ça comme quelqu'un qui a commencé par soigner des personnes, puis les communautés autour d'elle, avant de se concentrer ensuite au système de santé et enfin à l'ensemble du vivant sur Terre. Si on peut décrire le processus comme ça. Et ça part du soin à l'autre et on se rend compte que tout étant interconnecté, l'autre, c'est aussi l'ensemble du vivant sur la planète. Donc, c'est comme ça que je me définis. Je suis infirmier de santé planétaire et voilà, quoi dire de plus. Je suis l'heureux papa d'un petit bébé de 3 mois. C'est un grand changement dans ma vie. C'est une nouvelle identité. Je suis papa. Oui. Et je vis actuellement à Genève, en Suisse, parce qu'avec ma compagne, on est à la fois professionnel de santé, mais avec un lien avec le milieu des ONG internationales et des Nations Unies. Et Genève, c'est la ville parfaite pour être dans ces milieux-là. Oui. Voilà comment je peux me présenter. Merci beaucoup. Justement, tu as cofondé l'Alliance Santé Planétaire dont nous allons parler aujourd'hui. C'est une association qui comporte 17 membres. Elle a été fondée en 2021, donc on voit que ça s'inscrit dans la chronologie de la crise planétaire, encore une fois, du Covid.
Est-ce que tu pourrais revenir sur la genèse de cette association, s'il te plaît? Comment vous vous êtes créé? Qui est membre de cet asso? S'il te plaît. Ah, bah c'est super parce qu'on vient de faire notre bilan moral où on raconte un peu cette histoire et je trouve que c'est une jolie histoire. Il faudrait qu'on la raconte, qu'on l'écrive, mais donc je vais le faire un petit peu ici. Donc, comme tu dis, il y a 17 membres, mais c'est 17 membres cofondateurs et cofondatrices. On aime bien s'appeler les coco-fondateurs et les coco-fondatrices. C'est le petit surnom. Après, aujourd'hui, je pense qu'on est pratiquement 200 membres de l'ONG, un an et demi, on va dire 2 ans après. C'est plus moi qui suis les adhésions, donc je suis pas à jour. Quelque part entre 150 et 200. Et donc, oui, la chronologie est liée au Covid, mais pas que. En fait, donc la fondation de l'ONG, c'était le 9 janvier 2021, où on avait justement ces 17 membres cofondateurs, cofondatrices, mais on avait aussi déjà d'autres membres un peu sympathisants ou qui voulaient pas être cofondateurs parce qu'ils étaient arrivés trop récemment ou ils s'étaient pas assez engagés. Donc, on était une trentaine quand on a créé ça, en janvier 2021. Mais donc, il y a une histoire avant qui est, je trouve, la plus jolie parce que quand ça part d'une idée et puis après, une fois que l'ONG a été fondée, en fait, ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on espérait. On ne pensait pas être 200 membres, sortir un bouquin, faire un partenariat avec une réalisatrice de film, tout ça, c'était pas prévu. Enfin, on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Donc, pour l'histoire, elle a commencé en fait entre 2, 3, 4 personnes, on va dire. Au départ, moi, j'étais à Londres en début de l'année 2019 et j'étais très engagé en tant que pas très jeune étudiant. J'avais déjà passé la trentaine, mais j'étais engagé avec les Fridays for Future. C'était aussi 2018-2019 la création du mouvement Extinction Rebellion avec la déclaration de rébellion. Je crois que c'était fin octobre 2018. Ça se trouve, c'est les 4 ans cette semaine. Ok. Donc, j'y étais avec un groupe d'étudiants de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui est une grande école de santé globale, on va dire. Et donc, j'étais très engagé dans tout ça. Et en plus, j'étais représentant des étudiants pour le réseau de santé planétaire de l'école, qui est un réseau entre étudiants et jeunes chercheurs, qui était un peu parrainé, on va dire, par Sir Andrew Haynes, qui est un professeur d'épidémiologie et de santé publique, qui est un des fondateurs du mouvement de la santé planétaire. Et donc, je m'étais rendu compte à cette époque qu'il n'y avait pas de définition francophone de la santé planétaire. Si on cherchait santé planétaire, on trouvait 3-4 ressources à tout casser, qui étaient des traductions de l'anglais principalement. Aujourd'hui, maintenant, si tu tapes santé planétaire sur Google ou autre moteur de recherche, il y en a plein. Et donc, je me disais, ce serait bien de promouvoir ça dans le milieu francophone. Et à cette époque, j'ai été mis en contact avec un groupe qui s'appelle Doctors for Extinction Rebellion, avec qui j'ai participé à la fondation de ce mouvement qui est mené par Chris Newman, un médecin généraliste de Londres. Et moi, j'étais déjà en contact avec Alice Desbioles, qui a publié le premier ouvrage sur l'éco-anxiété en France. Et de fil en aiguille, elle nous a mis en contact avec Charline Schmerber, qui a publié récemment le guide de survie pour les éco-anxieux. Et donc, avec Eva, plus Alice et Charline, on a décidé de fonder un petit groupe de travail sur la santé planétaire. Donc là, on est, on va dire, à l'été 2019, quand le Covid est arrivé. Comme on est tous plus ou moins professionnels de première ligne, on va dire, soit en santé physique, santé mentale ou santé publique, on a tous été pris et puis ça s'est arrêté un peu. Et Eva avait créé un groupe de travail au Collège de médecine générale. Je pense que ça a attiré beaucoup de monde. Il y a eu en même temps, on pense, une prise de conscience avec le Covid. Mm-hmm. Les gens se rendaient déjà compte qu'il y avait quelque chose avec le changement climatique et puis avec les articles qui ont été sortis sur le lien entre l'effondrement de la biodiversité et le risque de pandémie. Il y a eu une prise de conscience en plus. Et à l'été 2020, on s'est retrouvé avec, je crois qu'on a triplé, quadruplé le nombre en quelques mois, comme ça, sans rien faire. Ouais. Et on a eu enfin la masse critique pour créer l'ONG et les personnes les plus actives à l'époque étaient les 17 que tu trouves sur le site internet. Mm-hmm. Et voilà, après, une fois que ça a été lancé, on a fait plein de projets que je peux décliner après si tu veux. Oui, on en parlera par la suite. Ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que cette notion est apparue d'abord aux États-Unis de santé planétaire, il me semble, suite à un article dans The Lancet autour de 2015.
Donc, est-ce que finalement, c'est un mouvement vraiment planétaire, global, ou est-ce qu'on peut penser que pour l'instant, c'est encore cantonné aux pays francophones avec cette ONG, puis aux États-Unis, de là où c'est apparu? Ah, c'est intéressant. Donc, pour replacer, en fait, il y a un précédent avant le rapport du Lancet et de la commission financée par la Fondation Rockefeller. Le premier papier, à ma connaissance, qui mentionne la santé planétaire, c'est un petit éditorial qui date de 2014, écrit par Richard Horton lui-même, ainsi que Martin McKee, c'était le prof qui m'a enseigné la santé planétaire à la London School. Et donc, eux, avec, je ne sais plus qui sont les 3-4 autres auteurs, ils avaient publié un manifeste qui appelait de passer d'une conception de santé publique à une conception de santé planétaire. Et moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'il concluait, déjà en 2014, au besoin d'un fort mouvement social pour rappeler à passer justement de cette vision de santé publique peut-être anthropocentrée à quelque chose de plus englobant qui prenne en compte les limites planétaires telles que conçues, enfin pensées par le Centre de recherche sur la résilience à Stockholm. Et donc, c'est plutôt anglo-saxon et émergent du Lancet. Après, en effet, comme il y a eu un financement de la Fondation Rockefeller qui est américaine, suite à ce rapport, Samuel Myers, qui a publié un bouquin plus récemment qu'on a traduit en français, il a décidé de faire un consortium du passage à l'action, pas faire seulement un rapport qui, comme tous les rapports, reste dans un placard quelque part avec quelques personnes qui le consultent, et essayer d'engager un mouvement comme ça. Et donc, c'est un peu parti des États-Unis. En effet, la définition initiale est plutôt occidentale et on va dire des personnes dominantes blanches. Mais l'avantage des États-Unis, c'est qu'il y a aussi des représentants des peuples premiers, des peuples indigènes. Et donc, ce qu'on a vu comme premier développement, on va dire en interne aux États-Unis, c'est le développement de définitions et de conceptions basées sur les peuples premiers, et notamment une chercheuse qui s'appelle Nicole Redvers, qui a proposé une définition concurrente à la première, qui était plus anglo-saxonne, on va dire. Donc, il y a une définition un peu indigène. Et son argumentaire, c'était de dire, bah oui, vous définissez la santé planétaire de cette manière parce que votre vision du monde, elle vient de quelque chose de très sectorisé, très réductionniste et devient englobante. Oui. Elle dit, mais moi, dans ma conception et celle de mon peuple, c'est déjà englobant, donc on le définirait différemment. Et donc, il y a ça. Et puis après, ce qui s'est développé avec ce consortium de la Planetary Health Alliance, il y a entre 300 et 400 organisations aujourd'hui dans le monde, c'est des petits mouvements partout et des mouvements qui sont assez forts qu'on peut citer. Il y a l'Afrique de l'Est, le pôle de l'Afrique de l'Est sur la santé planétaire est assez actif. Il y a des groupes assez influents aux Philippines, en Indonésie. Donc, globalement, ça s'est décentralisé et puis ça coexiste avec d'autres conceptions. Le directeur associé, par exemple, si on peut citer cet exemple, Carlos Ferron, il est costaricain. D'accord. Une autre conception qui est amenée là. Et donc voilà, c'est devenu proprement, je dirais pas international, plutôt interculturel. Ouais, c'est le mot qui me venait aussi quand je t'écoutais parler. Je pensais aux multiples, j'aurais dit voilà, multiculturel, interculturel aussi. Et justement, ce qui est intéressant aussi dans cette association, c'est que vous n'êtes pas que des professionnels de santé, à la fois dans les membres fondateurs, les cofondateurs et dans les adhérents, vous avez des ingénieurs en écologie, des architectes également qui se joignent à vous. Donc, comment en fait ce mouvement de santé planétaire va intégrer, va réunir d'autres professionnels qui sont pas spécialement spécialisés dans le domaine à proprement parler du soin, de la santé? Ouais, bah ça c'est la grande difficulté. Il y a ce mouvement de santé planétaire qui va dire voilà, on est transdisciplinaire, on va être très englobant. Dans le même temps, je sais pas, en économie, le donuts économique, et puis un mouvement aussi avec des labos, plein de choses beaucoup plus importantes d'ailleurs que la Planetary Health Alliance, je pense, va prendre l'angle économique. Dans la finance, on va dire bah il y a la finance verte et durable, circulaire, régénérative, distributive, que sais-je. Et tout, si on prend finance, économie, santé, et puis l'éducation avec les professeurs, ça va être la même chose. On va avoir des approches qui se disent transdisciplinaires, mais qui parlent quand même d'un silo disciplinaire.
Et donc, la grosse difficulté, c'est de dépasser ça. Mhm. En effet, on arrive à l'Alliance Santé Planétaire. Il y a notre ONG en France où, oui, en effet, il y a deux, trois spécialistes de l'écologie, une architecte, peut-être qu'il y en a deux. Après, il y a quelques professeurs et des personnes qui sont soit formées en sciences politiques ou avec la santé publique, on balaye aussi un peu plus Oui. large. Mais par exemple, on n'a pas d'agriculteurs, on n'a pas d'agronomes. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas de scientifiques du climat. Il manque Mhm. certains aspects de la transdisciplinarité. Et c'est pour moi la chose que j'essaie de chercher le plus, c'est comment amener justement ces disciplines autour de la table. Oui. Et pour ça, je pense qu'il y a un super document qui est un peu sous-utilisé, pas assez connu, qui s'appelle la Déclaration de Sao Paulo sur la santé planétaire. Mhm. Justement, là, pour le coup, au niveau global, il y a beaucoup plus de spécialistes qui collaborent ensemble. Si on regarde les recherches, je prends juste un exemple de Samuel Myers de la Planetary Health Alliance, lui, il travaille sur les pollinisateurs ou sur comment se développent les plantes avec plus de carbone dans l'air. Et Mhm. là, ça fait appel à des aspects transdisciplinaires, mais c'est dans la recherche. Je pense que dans l'action, il y a pas encore la transdisciplinarité. D'accord. C'est plus une mantra, on dit on est transdisciplinaire, mais ça a quelques Oui. limites. Et pour conclure, sur la déclaration de Sao Paulo pour la santé planétaire, moi, ce que j'aimerais faire, c'est amener tous les secteurs qui ont été identifiés, donc il y a 19 secteurs, et faire des espèces d'ateliers de démarches participatives pour voir comment ils pourraient fonctionner ensemble à l'échelle d'une zone, puis continuer comme ça à apprendre de cette manière-là. La Mhm. transdisciplinarité, pour moi, à part peut-être dans certaines entreprises ou certaines localités, c'est loin d'être facile à faire et d'être Oui. honnête. Mais justement, je trouve que le livre que vous avez traduit s'inscrit dans cette transdisciplinarité puisque je me le suis procuré pour préparer l'interview. On est carrément dans comment on fait le lien entre la santé publique, la santé en termes de soins et puis l'économie, la politique. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ce livre, pourquoi il a été traduit, qu'est-ce que c'est et comment en fait les liens sont faits à ce niveau-là? Ouais. Donc, merci de poser ces questions. Donc, l'idée de traduire ce livre, à la base, c'est celle d'un de nos membres cofondateurs qui s'appelle Denis Lemasson, qui est lui-même écrivain et médecin Mhm. généraliste et qui a une forte expérience en action humanitaire. Il a été directeur de programme de MSF France à la fin des années 2000, ça veut dire numéro 2 de MSF France. C'est une position avec beaucoup de responsabilités. Oui. Et donc, c'était son idée. Dans son idée, il avait été assez visionnaire là-dessus, Denis, c'était de dire, voilà, maintenant qu'on s'est constitué en ONG, il faut qu'on ait certains outils de poids. Et un des outils de poids, c'est un ouvrage scientifique qui est un recueil de référence ou un essai de référence sur le sujet. Ce n'est pas le seul. Hein. Il y a un autre livre qui a été publié par Andy Haynes et qui lui, peut-être, serait plus proche un peu de notre vision du monde européenne. Là, on a Mhm. traduit un ouvrage américain, donc déjà, il y a des choses qui sont divergentes par rapport à nos visions du monde ici. J'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, Mhm. ce livre, ouais, c'est un ouvrage collectif avec une trentaine d'auteurs. Et en effet, c'est une exploration de ce qu'on appelle la santé planétaire, on va dire depuis les drivers, depuis les facteurs très distants de ce qui atteint notre santé, qui sont Mhm. finalement dans l'Anthropocène, notre manière d'extraire des matières ou d'utiliser des ressources de la planète, de produire, de les transformer et de les consommer. Tout ça Mhm. a un impact énorme sur le système Terre, c'est ce qu'on appelle l'Anthropocène, et ça a un ensemble de manifestations, on va dire changement climatique, un peu toutes les sphères, mais sur l'air, sur l'eau, sur le sol, et au final, ça impacte le vivant, et notamment les végétaux et les animaux, et à la fin, notre santé, on va dire, avec plein d'interconnexions diverses et variées. Donc, ce livre, il pose d'abord en quoi l'homme change la planète, ensuite en quoi ça a atteint notre santé en termes de nutrition, la pandémie de maladies chroniques dont on parle trop peu, quoi d'autre, les maladies transmissibles, etc.
Et ensuite, ça explore différentes manières, à la fois au niveau de comment construire et mesurer les politiques publiques. Il y a un chapitre sur le bonheur que j'aime beaucoup. Oui, ouais, il m'a beaucoup plu aussi. C'était surprenant de le voir comme ça au milieu du livre et surprenant dans un bon sens. Ouais, donc il y a celui-là, il y a les aspects éthiques avec Jennifer Cole, qui est elle est deuxième auteur, qui est une chercheuse anglaise avec qui je collabore au niveau européen. Donc on va leur dire ça, il y a des aspects de philosophie et d'éthique, et après des choses un peu plus concrètes, et notamment comment, si je peux citer que deux exemples, comment organiser notre système d'énergie ou de transport, et l'économie, il est basé sur l'idéologie capitaliste. Et il l'amène plus loin sur comment prendre en compte le coût qu'on a sur le vivant. Et une des limites à ça, c'est que ça met de côté la valeur intrinsèque du vivant et ça a tendance à tout monétariser. Alors, est-ce que c'est une solution en soi? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais est-ce que c'est un moyen d'engager le virage vers quelque chose d'autre? Ça, j'en suis persuadé. Et je trouve ça intéressant que des économistes challenge un peu les théories de base et amènent cette prise en compte du coût, parce qu'au final, on a une externalité négative sur le climat et la biodiversité, il faut qu'elle soit prise en compte avec des taxes carbone ou d'autres systèmes du genre. Mmh. Oui, aussi, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que voilà, il s'adresse à plein de spécialistes différents, à la fois en tant que décideurs, puisque vous parlez d'urbanisme, d'aménagement du territoire, et puis aussi en tant que médecin, avec l'idée d'une santé préventive et plus uniquement d'être dans un soin de la pathologie. Ça, c'est Alexia qui m'a aidé à préparer cette interview, donc qui est médecin, qui a vraiment m'a fait prendre conscience de cela, que la santé finalement s'assimile à un niveau général de bien-être finalement et pas uniquement à soigner la maladie. Ouais. En effet, ça c'est pour rebondir là-dessus. Il y a une évolution des définitions. L'émergence de la médecine, elle était finalement assez liée à la guerre et aux armées à une époque. Les premiers médecins et soignants, c'était ceux qui soignaient les blessés des guerres. Il y a un aspect aussi à la gestion des pandémies. Donc, dans l'évolution, au début, la santé, c'était l'absence de maladie. Et à fur et à mesure de la transition épidémiologique et compagnie, on va dire l'après-Seconde Guerre mondiale, l'OMS est venue avec une définition dans sa constitution qui dit que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est un état complet de bien-être bio, psycho, social et spirituel. Je sais pas s'il est spirituel. C'est ta petite touche perso. Une petite touche perso parce qu'en sciences infirmières, on définit l'homme, l'humain, comme un être bio-psychosocial et spirituel. D'accord. Et donc, voilà, il parle d'état complet de bien-être sur différentes composantes de notre être, on va dire. Et ça date quand même des années 50. Et depuis, il y a beaucoup d'autres définitions. Mais celle qui est consacrée dans la constitution de l'OMS, c'est toujours celle-ci. Donc, on en est resté là. Une vision un peu individuelle, finalement. Et après, il y a eu beaucoup d'autres définitions qui ont été faites au niveau de la promotion de la santé ou la santé planétaire et plein d'autres qui se situent, elles, plutôt à un niveau, on va dire, social dans nos organisations, socio-économiques, voire même un peu plus large. Ce qui est intéressant, je pense, et ce qui est assez fondateur là-dedans, c'est la Charte d'Ottawa sur la promotion de la santé. À l'époque, basée sur les sciences et sur les résultats, on s'était rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses qui influençaient la santé. Et donc, ils étaient sortis avec une stratégie en plusieurs piliers. Le pilier de base, c'était justement de réorienter les services de santé, sortir du tout curatif et aller vers des choses un peu plus de préventive, d'éducation pour la santé, etc. Donc, c'est ça le quatrième niveau. Cinquième niveau, réorientation des services de santé. Quatrième niveau, c'était informer et éduquer pour que les gens puissent faire des choix favorables à leur santé. Mais ça suffit pas qu'ils les fassent tout seuls. Il faut qu'ils se soient soutenus par une action communautaire et de la participation des personnes usagées, patients à la santé. Donc ça, c'est le troisième niveau, qui est un peu de la participation communautaire, de l'empouvoirment, on dit maintenant, empowerment. Oui, la traduction, ouais. Et au-dessus de ça, ça suffit pas. Si les gens s'engagent, il faut aussi qu'ils vivent dans des milieux favorables à la santé. Le deuxième niveau, c'est la création d'environnements ou de milieux favorables à la santé. Typiquement, si on va à la cantine et qu'il y a que des mauvais aliments, on a beau s'être engagé comme on peut, on peut pas faire des choix
favorables à sa santé. Donc, c'est important que l'extérieur favorise les choix importants pour la santé. Et le dernier, c'était ce qu'on appelle, la santé dans toutes les politiques et avoir des politiques publiques saines, que l'impact sur la santé soit mesuré dans toutes les politiques publiques. C'est aussi vieux que moi et c'est toujours pas mis en œuvre à part quelques exceptions comme je sais pas, le Pays de Galles, le Bhoutan ou la Nouvelle-Zélande. Oui. Donc ça reste très localisé dans des pays riches et qui sont déjà en avance sur ces sujets-là. Enfin, comme la Nouvelle-Zélande, Bhoutan. Ouais, Nouvelle-Zélande et Pays de Galles. Le Bhoutan est plus pauvre et a déjà une conception différente. Il faudrait voir dans d'autres pays si on est. Je pense que comme il y a un système de santé curatif beaucoup moins fort, il y a beaucoup plus d'approches de prévention. On dit que l'état de santé d'une population dépend qu'à 25% du système de santé. Ah oui, ok. Ouais. Donc, c'est un chiffre qui vient du Québec à la base. Donc, dans un contexte québécois, ils en étaient venus à cette conclusion-là. Mm-hmm. Ce que ça veut dire, c'est que selon les contextes, peut-être, des fois, ça dépendra qu'à 10%, 5%, si le système de santé est très faible. Si le système de santé est très fort, il va sauver plus de gens et déterminer plus la santé. Et en gros, on va dire ça, c'est qu'un quart, un tiers maximum de l'état de santé d'une population. Tout le reste, ça dépend des comportements individuels, d'aspects socio-culturels, de comment organiser l'économie et quelle place on a dedans. Et enfin, les aspects environnementaux. Et ce que j'ai oublié, c'est aussi des constitutions individuelles. Oui. Génétique, l'hérédité détermine aussi beaucoup. Mais donc, voilà, 75%, c'est hors du système de santé et ça se passe ailleurs. Ouais, c'est énorme, hein. C'est fou, tu vois. J'aurais pas pensé ce chiffrage-là, cette répartition-là, mais ça me surprend pas quand là, tu vois, j'ai quelques chiffres sous les yeux que vous citez dans le livre, notamment qu'il y aurait 9 millions de décès prématurés dans le monde à cause de la pollution de l'air. Donc ça, on a beau proposer les meilleurs soins, la pollution de l'air, c'est partout. Et également, vous citez déjà, il y a 2 tiers de la population qui habitera en ville d'ici 2050, et c'est là où la pollution de l'air est la plus élevée. Donc finalement, l'état de santé va bien au-delà du simple fait d'accompagner par le soin. C'est vraiment, ça dépend de notre environnement, quoi, de la nature, de l'état de la nature. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est multifactoriel. L'exemple que tu donnes des 9 millions de décès, c'est les décès attribuables à la pollution de l'air. Et dans ces décès attribuables, il y a beaucoup de personnes qui ont des comorbidités. Tout ce qui est, on va dire, maladies respiratoires et cardiovasculaires. On voit bien que d'un côté, si on veut agir sur ces 9 millions, en effet, il faudrait réduire la pollution de l'air. Oui. Et de l'autre côté, il faudrait aussi que les personnes puissent être en meilleure santé. Et pour être en meilleure santé, en effet, c'est important. La sédentarité est un facteur important de maladie cardiovasculaire, par exemple, mais pas que. Il y a à quelle alimentation on a accès est aussi très, très important. Et si on a peu de moyens et qu'on n'utilise que de la nourriture transformée, on sait que ça contribue vraisemblablement à plus de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est multifactoriel et en trouvant des solutions qui finalement vont améliorer directement la santé des personnes en leur permettant, par exemple, de plus bouger, d'avoir plus de temps pour plus bouger, plus prendre soin d'eux. Ça, c'est un aspect. Un accès peu cher à de la nourriture de qualité. C'est un autre. Et puis, moins de pollution de l'air liée au transport dans les villes. Tout ça va faire que on réduirait notablement ces décès. Et c'est pour ça qu'il y a une étude très importante après les accords de Paris qui avait montré que si on atteignait les accords de Paris, d'ici à 2050, on sauvait des millions de personnes. Ouais, dans ce livre également, vous dites qu'on est dans la meilleure époque pour l'humain. Bon, je dirais meilleure époque peut-être entre guillemets, mais dans la pire époque pour la biosphère. Donc peut-être ma dernière question, ce serait l'un va-t-il sans l'autre? Est-ce qu'on peut accroître le bien-être, on va dire là, ce serait économique, hein, la meilleure époque, c'est sûrement d'un point de vue économique. Également, peut-être qu'il y a un meilleur taux d'alphabétisation, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut accroître
ces facteurs-là, tout en maintenant des facteurs d'état de bien-être de la biosphère, de la biodiversité, à un stade également bon où l'un se développe forcément au détriment de l'autre. Hmm. Globalement, et jusqu'à preuve du contraire, non. On ne peut pas, si on regarde juste le passé et le présent, non, à l'échelle globale, ça n'existe pas. On a augmenté la qualité de vie et donc les composants de, comme tu dis, d'alphabétisation, de niveau d'éducation, de santé, d'espérance de vie, de diminution de mortalité des mères, des enfants en bas âge. Tout ça, on l'a amélioré à un coût extrême et complètement non soutenable sur le système Terre. Donc, jusqu'à preuve du contraire, à l'échelle globale, c'est pas possible. Après, est-ce qu'il y a des exemples de sociétés humaines qui vivent dans les limites planétaires et qui ont une espérance de vie importante? Je pense que oui. Il faudrait voir lesquelles. Je sais que par ici, en Sardaigne, il y a des poches des personnes qui ont l'espérance de vie la plus longue. Oui. Voilà, je pense qu'il y a une partie on va dire, de la beauté de l'environnement et de l'aspect sain de l'environnement, pas trop de population dans certains endroits. Mais ce qui avait été aussi montré, c'est que cette espérance de vie, elle était très liée au soutien social, à la solidarité, l'absence d'isolement subi, enfin de solitude subie. Oui. Fait que les personnes peuvent être en meilleure santé. Et donc, voilà. Donc, pour résumer, à l'échelle globale, c'est pas possible d'améliorer les conditions de vie pour 7, 8, 9 milliards d'êtres humains sans avoir un impact important sur la planète. Mais au sein de cette grande civilisation humaine, il y a des exemples de personnes pour qui c'est possible. Oui. Et je pense que c'est un enjeu de recherche très important d'identifier quelles sont un peu les composantes essentielles d'organisation de ces sociétés humaines. On a cité un lien avec un bon environnement sain, beau, une solidarité, un soutien social important, pour ensuite le transposer ailleurs. Oui. Oui, mais il y a une étude qui est très belle sur ça, c'est les Blue Zones. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, les zones bleues où justement ce sont des zones du monde qui sont identifiées et où la population atteint parfois plus de 100 ans d'âge de vie. Il y en a pas mal en Asie et les éléments que tu citais sont également mentionnés et l'alimentation joue beaucoup, le lien social et puis le lien aussi avec la nature. Souvent, c'est des zones peu urbanisées finalement où il y a un autre rythme de vie aussi peut-être qui est plus en lien avec nos cycles et qui permet d'être en douceur et pas dans le stress et d'avoir des maladies comme ça qui sont concomitantes à cet état de vie stressant et très très rapide. Ouais, exact. Ouais, merci Alexandre. Avant de nous quitter, pourrais-tu, s'il te plaît, me dire ce que signifie pour toi une nouvelle conscience? C'est le nom du podcast. Je me suis fait la réflexion en préparation. Ouais, je me dis une nouvelle conscience, mais en fait, moi, plus j'ai de prise de conscience, plus ils sont liés à des choses qui se sont passées avant, des idées qu'il y a eu avant. Donc, finalement, moi, un de mes mentors me disait, en fait, c'est jamais ton idée, c'est une idée. Et en général, quand tu as une idée, tu cherches et tu trouves que, en fait, une ou plusieurs personnes l'ont déjà eu avant. C'est très, très rare d'avoir une idée. Personne n'y a jamais pensé parmi ces milliards d'êtres humains. Donc, cette nouvelle conscience, pour moi, c'est des prises de conscience, mais qui sont liées, qu'on peut relier à des travaux préexistants ou ailleurs dans le monde. Et donc, c'est très important, je pense, d'être humble. L'humilité, c'est très important dans la nouvelle conscience. Et finalement, c'est faire la somme pour pouvoir agir à son échelle et essayer d'améliorer les choses, notamment pour les personnes qu'on impacte indirectement. Hein, notre empreinte carbone en tant que Français ou en tant que personne qui dépasse le budget carbone, elle est en train de détruire les îles des États insulaires liés au changement climatique et la montée des eaux. Ça, c'est irrémédiable. Et aussi pour les générations futures. Maintenant, j'ai un petit bébé de 3 mois, donc je vois
mes actions aujourd'hui, elles vont déterminer quelle qualité de vie, à quelle qualité de vie il aura accès, et donc finalement sa santé. Et donc voilà, la nouvelle conscience, c'est prendre conscience que toutes les idées sont déjà là, essayer de les synthétiser pour avoir une bonne action à son niveau et avec les gens autour de soi. Super. Et comment vous rejoindre, comment suivre les différentes actions de l'Alliance Santé Planétaire? Alors, on a notre site internet avec www.alliancesantéplanétaire sans accent et tout attaché.org. Ensuite, quand on va sur nous rejoindre, je sais plus, dans les onglets en haut, ça envoie sur un masque Hello Asso. Et sinon, faut suivre sur les réseaux sociaux et on participe de plus en plus à des conférences en tout genre et j'invite les gens à aller voir régulièrement le site internet de notre partenaire M2R Film, la boîte de production de Marie-Monique Robin, avec les projections du film La Fabrique des Pandémies. On va dire sur un cinquième à un dixième de toutes ces projections débat, il y a un membre de l'Alliance Santé Planétaire du milieu local où vivent les gens qui vient parler de son engagement personnel dans la santé planétaire. Ouais, super. Et oui, voilà, sur votre site, on voit régulièrement vos travaux, vous publiez des manifestes, vous aviez fait une déclaration d'appel aux médecins généralistes, donc ça bouge et on peut signer en fait et coporter aussi vos actions sans forcément adhérer, juste en étant signataire ou en partageant aussi. Ouais, bah c'est ça, il y a l'appel aux soignants qui est sur notre site internet. On contribue aussi à l'Alliance Santé Planétaire si on achète le livre Santé Planétaire Oui. avec les rues de l'échiquier. Comme on était porteur de projet, on touchera un pourcentage dessus. Et voilà, après, je pense que le meilleur moyen de s'allier avec nous, c'est de se former à la santé planétaire et d'en parler autour de soi. Parce que voilà, nous, on est une ONG qui promeut cette approche, mais on n'est pas hégémonique et je pense que chacun peut porter la santé planétaire à son niveau. Donc d'accord, je partagerai le nom du site internet dans les descriptions, le livre également, le lien vers le livre, comme ça vous aurez toutes les informations à votre portée. Merci Alexandre. Merci Manon. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite.